Messieurs, mesdames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bélis TV. Aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle émission World Tour Top Build. Cette émission est consacrée aux pays voulant faire leur publicité pour le Top Build du mois. Donc pour cette première série d'émissions, nous verrons le Belize et l'Iran. Commençons d'abord par l'Iran dans cet épisode. Et le prochain épisode sera le Belize. Donc voilà. C'est ainsi que pour ce World Tour Top Build, nous nous trouvons en Iran, dans sa capitale, Téhéran. Nous sommes dans l'un des pays considérés comme les plus beaux au monde, hein, plus majestueux, plus grands, avec une histoire assez riche, bien que forcément moins riche que la magnifique histoire démocratique du Belize, malgré la démocratie très présente dans ce pays aussi. Nous allons commencer cette visite tout d'abord par la zone des entrepôts, le quartier des entrepôts, comme on l'appelle ici, hein, par les habitants. Donc avec l'entrepôt principal, hein, derrière moi, qui est également le bâtiment de la guilde du commerce de Téhéran, un très puissante guilde influente depuis près de 200 ans environ. Cette guilde, on y enregistre ici et on fait les demandes ici de toutes les envois et réception de cargaison. Euh, tous les échanges commerciaux passent par ici, hein, en soi et ils sont ensuite distribués dans les différents entrepôts aux alentours, même ici qui possède également son propre entrepôt largement plus petit. Nous allons donc y faire la visite. Donc voilà les escaliers centraux, construits dans le style iranien des années 1940. Nous sommes du coup devant le bureau du directeur de la guilde du commerce de Téhéran, avec des places et des sièges pour y accueillir les invités. Nous pouvons également, tout autour de moi, voir des portails de téléportation, des portails qui sont très utilisés sur les terres blanches pour passer d'un point A à un point B, ou même des zones de création. Une technologie très avancée, très poussée, sûrement mise en place ici il y a très peu de temps. Nous allons continuer la visite des autres entrepôts également, avec les entrepôts du nord. Donc vous pouvez voir où se situe à peu près cette guilde du commerce, hein, qui se trouve en face du grand lac Tala, un grand lac très important et sacré, hein, selon les habitants du coin, bien que le gouvernement actuel voit beaucoup moins son caractère sacré. En parlant de sacré, nous allons demander au professeur Jonathan Corar de nous expliquer un peu les religions se trouvant ici, en terre iranienne. À vous, professeur. Tout d'abord, bien le bonjour à toutes et à tous. Je suis le professeur Jonathan Cora, professeur d'histoire géopolitique bélisien. Il faut savoir que plusieurs religions sont présentes en Iran. On a tout d'abord la religion musulmane, hein, religion majeure du pays, avec 67% de la population qui sont croyants, et dont l'histoire de son implantation date de la création du pays à la chute de l'empire turc du sultan Foxto. Mais pour que vous compreniez mieux, arrêtons-nous sur ce point. En 1723, l'empire turc de Foxto le Grand s'effondra et la population se sépara en trois catégories. Ceux qui fuyèrent le pays pour suivre leur leader Foxto jusqu'au Palaos, ceux qui restèrent et ceux qui suivirent certaines autres grandes figures du défunt empire comme Yuri d'Istanbul ou Arc Ier et se réfugièrent en Iran pour y fonder la nation iranienne en 1731. Et donc, vu que l'empire turc était majoritairement musulman et que c'est principalement cette partie du peuple qui suivirent Yuri et Arc, l'Iran devint tout naturellement un pays musulman. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au fil du temps et des différents événements, d'autres personnes fuyant la guerre et la famine se sont installées sur les terres iraniennes pleines de paix et de calme.
et gardèrent leur religion avec eux, comme lors du grand exode de Géorgie qui amena énormément de chrétiens. Des juifs rejoignirent également l'Iran, mais également des adeptes de la secte d'Iris. Cependant, la religion qui va devenir jusqu'à aujourd'hui la deuxième plus grosse religion du pays, avec près de 21% de la population, c'est le djisme. Religion apparue au Belize et qui s'est développée dans d'autres pays comme la Mongolie ou l'Azerbaïdjan, qui en fit leur religion d'État. Les missionnaires djistes arrivèrent donc en 1856 pour évangéliser la population iranienne, ce qui fut qu'un petit succès, car seulement un quart de la population s'est converti jusqu'à aujourd'hui. Donc nous arrêtons 5 minutes, merci professeur, pour voir un peu cet arbre derrière moi que vous avez forcément vu sur des cartes postales, peut-être dans des albums photos, ou encore sur les réseaux sociaux, car extrêmement célèbre, notamment visité par les touristes du monde entier, le grand cerisier de Téhéran, qui est un cerisier japonais qui n'a cessé de avec une mutation génétique qui a fait qu'il n'a cessé de grandir année après année, et qui a été offert par l'impératrice japonaise Pira à l'empereur de Turquie Fausto et à son gouvernement, qui, comme le professeur nous le racontera après, à la fuite, à l'exode d'une partie de la population turque en Iran, avec notamment son gouvernement actuel, a été emmené et planté ici, dans la nouvelle capitale, il y a près de au moins 400 ans de cela. Donc, en 400 ans, il a pu grandir, notamment avec sa mutation génétique. C'est un magnifique cerisier japonais, d'autant plus qu'il n'a jamais perdu ses feuilles en hiver. Il n'a jamais non plus changé de couleur en automne et toujours resté aussi rayonnant année après année. Une vraie anomalie génétique pour les scientifiques, que ce soit de l'Iran ou même du monde entier. Devant l'un des fameux entrepôts, l'entrepôt nord. Donc cet entrepôt vieux de près de 120 ans, construit bien avant encore la création de la guilde du commerce de Téhéran, troisième guilde du commerce de Téhéran, celle que nous avons visitée étant la troisième. Deux l'avaient précédé avant, mais ont disparu suite soit à des guerres, soit à des crises économiques. Donc cet entrepôt immense, immense entrepôt, magnifique également. Après tout, nous sommes dans l'un des pays les plus beaux au monde. Nous pouvons voir un peu partout différentes zones de stockage. Ici, une énorme zone de stockage pour ranger énormément de matériel, de cargaison, de livraison. Énorme zone, du coup, énorme entrepôt qui peut d'ailleurs stocker un peu de tout. Celui-ci d'ailleurs sert uniquement d'entrepôt, comparé à d'autres entrepôts qui peuvent servir à d'autres choses, notamment liées au commerce. On voit tout de même quelques bureaux pour noter tout ce qui entre et qui sort de l'entrepôt. C'est obligatoire. Donc maintenant, nous allons pouvoir partir vers les autres entrepôts pour ensuite pouvoir changer de quartier. Suivez-moi. Hop, je te pique l'antenne quelques minutes pour revenir sur cette fameuse guilde du commerce et ses entrepôts. La guilde du commerce de Téhéran fut créée en 1798 par Arman Osmani, un très grand génie du commerce qui a créé la plus puissante entreprise iranienne de tous les temps. La guilde du commerce a eu une grande importance dans l'histoire de l'Iran, car c'est chez elle que beaucoup de traités nationaux et internationaux de l'Iran ont été signés, comme le traité bélizo-iranien, qui d'ailleurs fait que les équipes de Belize TV sont sur le territoire iranien actuellement. C'est également la guilde qui stoppa des incursions barbares venant du sud et de l'est en engageant des armées de mercenaires à une époque où l'armée iranienne venait à peine de sortir d'une guerre meurtrière. Nous nous retrouvons donc devant un deuxième entrepôt le plus éloigné d'ailleurs du reste de la ville,
un nouveau très bel entrepôt dont la forme est totalement différente, hein, un peu spéciale, on peut le dire clairement, avec un autre type d'entrepôt, donc entrepôt plus, on va dire, de livres, hein, pour, avec tous les dossiers qui sont entreposés ici, les dossiers de la guilde de commerce, donc toutes les toutes les fameuses commandes ou toutes les listes de cargaisons qui sont arrivées ou qui sont sorties de tous les entrepôts sont vérifiées et stockées ici ou dans d'autres bibliothèques, d'autres entrepôts. Mais en tout cas, ils sont vérifiés uniquement ici. Un peu plus loin, donc, nous pouvons voir ici également d'autres zones de stockage plus vides, hein, sûrement plusieurs cargaisons qui ont été récupérées plus tard. Et ici encore d'autres cargaisons de type plus alimentaire cette fois, ou sucrière, ou encore des épices. Maintenant, direction le dernier entrepôt de la ville de Téhéran, l'entrepôt Est. Nous nous trouvons désormais ici, hein, donc dans la principale zone habitée du pays, les quartiers, on va dire d'ailleurs populaires, hein, là où la plupart des citoyens vivent, hein, villes, même ces quartiers qui sont pas les quartiers les plus chers, hein, sont extrêmement beaux. C'est comme parmi les quartiers les plus beaux au monde. D'ailleurs, la ville de Téhéran et son maire en sont très fiers. Ils ne cessent d'essayer d'embellir encore plus la ville. Donc vous pouvez voir par exemple derrière moi une magnifique maison qui ont tous un peu cette particularité, enfin tous, certaines en tout cas ont cette particularité, pardon, qu'adorent les touristes quand ils viennent à Téhéran, c'est de pouvoir traverser la maison. Il y a un trou dedans pour passer. C'est très sympa et il y a souvent de très belles gravures dessinées sur les murs. Nous pouvons d'ailleurs voir à l'intérieur d'une maison un repas en train d'être préparé avec peut-être de ce que j'aperçois, de ce que mon caméraman aperçoit et moi, de la bière bélisienne, espérons-le. Alors continuons cette visite maintenant. Avant de tourner à droite, arrêtons-nous un petit peu vers le marché de Téhéran, célèbre marché pour une raison bien précise, mais vous verrez, allez-y, venez avec moi. Donc nous voilà au marché de Téhéran, un marché un peu moins célèbre que d'autres marchés dans le monde, hein, mais tout de même très intéressant, mais surtout populaire sur les réseaux pour une bonne raison, tout simplement, ce qu'il y a au-dessus de moi. Mais je vous laisse des images appréciables. En effet, ce dragon au-dessus de moi est une statue. Cependant, beaucoup de mystères entourent cette statue et toute une légende existe par-dessus. Mais cela, je vais laisser encore une fois le professeur tout vous expliquer, bien mieux que moi. À vous, professeur. Avec plaisir. Le marché du dragon vient à l'origine d'un mythe des anciens habitants des terres iraniennes avant l'exode et donc avant l'existence de l'Iran. On raconte qu'un jour, l'ancêtre de l'Iran fut attaqué par plusieurs pays qui voulaient la mort de tout le peuple qui vivait sur les terres de l'Iran actuel. Notamment celui du petit village de Chalos au nord du pays qui est maintenant devenu la capitale de l'Iran, Téhéran. Et qui était très bien situé pour le commerce et donc très intéressant à conquérir. À l'arrivée des bateaux de guerre des envahisseurs, un dragon se posa sur le bord de la falaise et renvoya tous les bateaux chez eux. Suite à ce jour, le chef du village a fait construire une statue de dragon pour honorer son acte. Bien après, vers 1778, le gouvernement de l'Iran a donc décidé
de faire autour du dragon un marché, le marché du dragon, pour attirer notamment les touristes, mais surtout pour rendre hommage à ce dragon des légendes et permettre de garder avec eux la population de l'ancienne nation qui se trouvait en Iran. Donc nous retrouvons à nouveau dans le quartier résidentiel de la capitale Téhéran, dans ce quartier qui est l'un des principaux quartiers du pays, comme je l'ai dit précédemment. Euh, Quartier qui concentre la majeure partie de la population, euh, pour ce- assez peu pour ses activités, car seuls quelques commerces s'y trouvent, hein, notamment principalement des commerces pour soit les touristes, soit surtout pour les habitants, comme des boutiques, des restaurants ou encore la boulangerie que nous avions vue juste avant. Mais cette zone qui a été terminée assez récemment, l'une des zones qui a été le plus longtemps en travaux de l'histoire de la capitale, et également l'une des zones les plus récentes de la capitale. Certaines maisons sont récentes d'il y a à peine quelques mois, hein. Bien que le gouvernement a affirmé dans un communiqué que la construction de maisons et de bâtiments en général dans le quartier sont terminées et que désormais les plans sont plus à la pousse de plantes, à la création de potagers ou encore à la plantation d'arbres et autres végétales et végétaux qui sont importantes pour embellir la ville et permettre à l'écologie d'être plus développée encore dans la magnifique capitale iranienne. Euh, Ce quartier a assez peu d'histoire, hein, comme le professeur pourrait vous le raconter. Il est l'un des derniers quartiers construits, mais aussi l'un des derniers quartiers terminés. Euh, il est à peine vieux de 70 ans environ. Sur l'histoire de la capitale qui date d'entre 300 et 400 ans, c'est assez peu en soi. Bien que si on compare ça, on compare la date de vie de la capitale de Téhéran avec celle de Belize, Belmopan, euh, les, les quartiers ici sont également les plus peuplés et ceux avec le plus d'activités de marchands, autre que le quartier de la Guilde du commerce et de ses entrepôts. En effet, après tout, la plupart des marchands viennent dormir ici dans les hôtels. Comme je l'ai dit, il y a des restaurants, des bistrots, mais également beaucoup d'employés de tout le pays dorment ici ou s'arrêtent ici, encore une fois, dans les hôtels, ou dorment dans les maisons d'amis, dans les maisons qu'ils louent, etc., etc. Après tout, énormément également de visiteurs viennent pour la beauté de la capitale, laissant donc une large clientèle de personnes n'ayant pas de toit où dormir la nuit. C'est pour ça que le commerce de l'hôtellerie très développé dans ce quartier, bien plus que partout dans le reste de la ville. Donc maintenant, nous allons continuer jusqu'à la grande fontaine de terre. Suivez-moi. Nous nous trouvons actuellement devant la grande fontaine de Téhéran, l'un des symboles de la ville, une fontaine gigantesque et très, euh, et très grandiose dans sa conception, et également très belle, hein, faite de marbre et d'autres pierres extrêmement chères. Euh, Cette fontaine qui sert également de place de ce quartier, et même l'une des places principales de la capitale Téhéran, est très important parce que beaucoup d'accords se jouent ici, se réunissant dans les petits cafés, bars et restaurants autour de la fontaine, ou également à côté de la fontaine pour une meilleure ambiance, hein. Également très prisé des touristes, vraiment. Après tout, c'est un lieu réputé pour les amoureux. Et
bien sûr un lieu où beaucoup d'hôtels de luxe s'y trouvent. C'est le cas de l'hôtel qui se trouve juste devant moi, l'hôtel Gardia. Hein, donc hôtel, le plus grand hôtel et le plus cher hôtel de la capitale. Hein, un immense hôtel extrêmement cher pour y dormir. On y compte à peu près 2000 $ la nuit. C'est seules certaines grandes fortunes, seules certaines fortunes peuvent se l'offrir. Hein. Certaines familles plutôt aisées qui visitent Téhéran ou dans les autres pays, la plupart des touristes en soi qui viennent à Téhéran ont souvent les moyens pour se payer un hôtel, mais rarement pour se payer un hôtel de ce type-là, sauf certains venant de pays très riches comme le Belize. Cet hôtel magnifique d'ailleurs avec une architecture très atypique, mais tout en étant très connecté à l'architecture du reste de la capitale. Donc un peu plus loin, juste derrière moi, se trouve toujours autour de la place principale de la fontaine, se trouvent deux maisons très atypiques et qui invitent toujours des petits airs curieux de tous ceux qui visitent la capitale chaque fois. En effet, les deux maisons jumelées, comme on pourrait les appeler, reliées par un grand pont qui relie directement le troisième étage de chaque maison, plutôt les combles. Euh, c'est assez curieux, assez atypique et qui ne se retrouve quasiment que ici, dans la capitale et même dans tout le pays. C'est un endroit vraiment spécial et très prisé également des amoureux comme la fontaine. D'ailleurs, nous nous trouvons très très proche de la fontaine, rajoutant encore plus de valeur à cet endroit pour n'importe qui visite Téhéran et qui aime Téhéran. Continuons maintenant avec la fin de notre visite vers le château de Colbas, qui va achever ce voyage dans la capitale iranienne. Nous voilà donc devant le palais, enfin devant le château de Colbas, hein, euh, château très célèbre pour son utilisation du marbre de Carrara, un marbre qui se trouve dans la région de Carrara en Iran. Immense château construit comme nous dira le professeur par Colbas pour Colbas 3. Donc on voit bien l'architecture magnifique du bâtiment dont vous verrez les images d'une minute à l'autre et juste après mon intervention également. On peut y voir derrière moi du coup deux arches qui permettent de passer l'eau, hein, de déverser l'eau qui se trouve au centre du château. Hein, au sein du château se trouve également une petite île artificielle avec un immense arbre aux feuilles gelées, un magnifique arbre légendaire également, car toute une légende se retrouve autour de celui-ci, mais ce sera peut-être pour de petites brèves informations qui sortiraient sur Bélisté. À voir, selon ce que les Iraniens en penseront et ce que vous trouverez de ces épices. Donc, on peut voir également du coup les douves hein, du château. Hein, ça reste alors, un château qui garde un peu un style château fort, notamment avec ses douves juste derrière moi, mais également un style très Renaissance. Hein, vous pouvez le voir un peu autour de moi. Mais nous pouvons malheureusement pas entrer à l'intérieur, car après tout, il est encore en travaux et en rénovation au niveau surtout de son intérieur. Donc, vous pouvez voir où se trouve, on est très très haut hein, sur les hauteurs du pays. Et maintenant, nous allons essayer un peu de voir si on peut apercevoir d'autres côtés hein, de ce château pour l'admirer un peu plus. Voilà, nous sommes un peu baladés, nous pouvons remarquer qu'il y a une zone très intéressante, un changement de style architectural pour ce château, sûrement une extension qui a été rajoutée un peu après, une longue extension, sûrement par les descendants du roi Colbas Ier, hein, donc voir un style totalement différent. Hein. Peut-être peut même se dire que cette partie-là est même plus ancienne. À voir. Peut-être que le professeur nous répondra, peut-être pas. Vous verrez ça dans quelques instants. Continuons notre balade en attendant. Hein. Vous pouvez voir tout le château. Ah, regardez. C'était bien et bien une extension, ça rend quasiment du muraille. Hein. On peut voir toutes les zones. Très intéressant. Nous allons continuer un peu la visite.
Oh, ce magnifique château du roi Colbas, construit avec du marbre de Carrara, en l'honneur du roi Colbas, petit-fils de Arc Ier et petit-neveu de Yuri d'Istanbul, pour sa victoire définitive contre les royaumes barbares du sud et de l'est. Avec son architecture très typique du pays, mais aussi à la fois très spéciale, même pour l'Iran, lui donnant ainsi un charme impérial et immortel, il sublime les visiteurs qui viennent, y passer, notamment les grands visiteurs qui découvrent donc l'art de vivre et l'architecture iranienne, tout bonnement incroyable. Pour moi, ça reste un magnifique pays. Je le mets quand même deuxième sur ma liste. Voilà, pour vous dire. Bon, après, je ne suis pas architecte d'intérieur ni d'extérieur de toute façon. Vous voulez que je vous raconte des histoires? Alors, parlons-en un peu. Il faut savoir qu'il est également siège du gouvernement en place depuis 1848. Il est, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est encore il est encore le siège du gouvernement et de tout le pouvoir en place. Il sert également de grand monument, mais actuellement il est en rénovation malheureusement. Je vous aurais bien montré l'intérieur qui est magnifique également. Bien que je reste plus sous le charme de l'extérieur. Nous voilà donc un peu plus loin, côté des écuries, nous passerons de visiter, je pense, bien que c'est vrai que le bâtiment est magnifique, avec son architecture toujours très intéressante. On peut voir d'ailleurs les drapeaux iraniens juste au-dessus des bâtiments, au loin. Il y a également un cimetière, juste derrière moi, un cimetière pour honorer sûrement les morts. Alors plus l'air d'être le cimetière pour les domestiques. À mon avis, la famille royale était plutôt enterrée dans des tombeaux, n'est-ce pas, professeur? Donc continuons un peu tout ce chemin. On va voir d'ailleurs encore derrière moi le fameux édifice qui est sûrement l'édifice le plus intéressant pour nous à visiter pour le moment, qui est l'église. Actuellement, également, tout le bâtiment, tout le lieu étant en rénovation. Bon, équipé par chance. La zone n'est pas fermée d'accès. Très intéressante à visiter. Donc, église catholique chrétienne, du moins. Église chrétienne, quasiment seule église chrétienne du pays, comme nous le dira le professeur. Magnifique église, parce que cathédrale, on pourrait même plus parler. Peut-être pas encore, mais immense déjà. Piano, un orgue, toute une zone cérémonieuse. Donc ça nous change un peu à nous, Bélisiens par exemple. Visiter une église, en effet, au Belize, il ne se trouve que des temples, comme on les appelle, les temples djistes, du coup, qui sont assez proches des églises, mais la plupart des nôtres ont quand même été modernisés, bien que le fait que les églises occidentales n'aient pas été modernisées donne un petit charme atypique à tout cela, je trouve personnellement. C'est peut-être un peu mal vu de se mettre là où prêche notre prêtre, mais on voir tout ça. C'est très beau, magnifique. Nous allons finir notre balade, suivez-moi. Ah, super! L'église de Colbas. Magnifique église et seule église chrétienne du pays, alors même que la chrétienté ne représente que seulement 7% de la population. C'est grâce au roi Colbas III, puis au roi Arc II, qui étaient tous deux les seuls chrétiens de la dynastie iranienne, que l'église fut construite. Ils voulaient un lieu pour prier dans leur propre pays, car ils n'en avaient pas, à la limite, leur chambre, à la limite. C'était compliqué entre les églises, les temples bélisiens, les temples djistes, ou les mosquées. Il n'y avait pas d'église chrétienne pour y prier. En effet, Colbas III étant né, lui, à l'époque où il n'y avait encore qu'un seul temple djiste, mais le Arc II étant à l'époque où le djisme se développe énormément en Iran, et il reconnaît lui aussi que malheureusement
ça manque d'églises. D'ailleurs, il en fera construire d'autres, hein, mais souvent détruites, ravagées par des guerres ou autres, malheureusement, et jamais reconstruites après. Mais il fera surtout une chose, c'est que, alors que Colbas III, lui, fit construire l'édifice à côté du château royal, son descendant, du coup, Arc II, le rendit encore plus sublime après de longs travaux. D'ailleurs, il est souvent encore en travaux, car l'édifice doit rester en très bon état, qui désormais fait partie du patrimoine historique et culturel du pays. On dirait qu'il est désormais l'heure de se quitter, hein. Les travaux et les rénovations sont encore en cours. On dirait que bientôt nous pourrons faire une sorte de petit bateau à travers ces petites cours d'eau qui traversent le château de Colbas, hein. Magnifique endroit, hein. L'Iran est vraiment un pays magnifique, hein. D'ailleurs, le jury de BSTV lui a donné une note de 9 sur 10. Bravo à eux. Nous allons devoir maintenant nous quitter. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et nous vous laissons. Merci de nous avoir écoutés sur BSTV. Nous vous laissons pour le prochain épisode directement sur les terres bélisiennes. Au revoir et merci encore. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter toute cette grande histoire de l'Iran, un pays dont j'aime beaucoup la beauté et je suis déjà parti en vacances là-bas. C'est vraiment magnifique, hein. Seulement pour moi, ça manque toujours un peu d'histoire, grand passionné comme je suis. Heureusement, le Belize vient compléter tout ça. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode, celui sur le Belize. Au revoir et prenez soin de vous, car l'histoire vous regarde.